Donc je vous laisse introduire vos différents sujets, vos différentes propositions. Moi, je n'interviens plus. Merci, merci beaucoup. Vous êtes nombreux là et c'est vrai que c'est réconfortant d'avoir entendu ce qu'on a entendu. Mais alors, je vais peut-être pas rester dans l'optimisme absolu. J'étais en train de penser, par exemple, alors j'étais très contente d'apprendre que l'État faisait de vrais efforts pour améliorer les choses, sachant qu'il est le plus mauvais payeur. Donc j'espère que toutes les process qu'il est en train de mettre en œuvre vont s'appliquer à lui-même, car nos PME se plaignent énormément des retards de paiement dus à l'administration et à certaines entreprises publiques. Ça, c'était juste comme ça en introduction. Et puis, je pense aussi qu'il faut quand même bien se remettre en tête que, certes, tous les process sont efficaces et magnifiques, mais qu'il y a de l'éthique derrière tout ça. Et effectivement, le chef d'entreprise qui vient de recevoir un prix le disait, c'est évidemment un travail d'équipe, mais c'est un travail aussi d'éthique. Il y a aussi, disons-le, des process qui sont très bien mis en place dans certaines entreprises, mais nous avons aussi les chefs d'entreprise qui racontent que lorsqu'ils vont voir leurs clients pour réclamer une facture un peu en retard, ce même client en profite pour dire bon bah écoutez, oui je veux faire accélérer le paiement là, mais vous me faites 20% de moins et puis je reconduis votre contrat. Donc c'est aussi ça, et c'est aussi ça le quotidien des entreprises en France. Donc je crois que les chefs d'entreprise ont un véritable examen de conscience à faire, et c'est bien au-delà. C'est facile de se cacher souvent derrière les process et la technique, mais il y a un véritable effort de conscience professionnelle à mettre en place. Alors à éthique, et je vais être très courte sur ce qu'on a proposé, nous avons, et je remercie vivement Jeannin Audas, qui est vice-président trésorier d'éthique, qui est au premier rang modestement assis là, et qui a géré complètement cette commission. Nous avons toujours le souci de faire des choses très pragmatiques, qui correspondent vraiment aux attentes et aux angoisses, en l'occurrence, de nos chefs d'entreprise. Et nous avons fait une petite liste qui serait, nous semble-t-il, assez efficace. Alors d'abord, il y a quelque chose d'un peu basique, mais on se disait que les pénalités, et je crois que Bercy a été assez efficace sur le sujet, les pénalités qui sont versées pour le retard, elles vont à l'État. Or, l'entreprise victime qui n'a pas été payée en temps et heure ne touche pas un centime de ces amendes. Et il nous semblerait bien peut-être de partager, et qu'à partir du moment où il y a effectivement des amendes qui doivent être versées, on pourrait imaginer 50% pour l'État, 50% pour les entreprises victimes. Je ne suis que l'ambassadrice des chefs d'entreprise. Alors, ils ont aussi imaginé de rendre la TVA récupérable uniquement sur les factures payées. Ça m'a paru assez logique, effectivement, de ne pas payer de TVA sur des factures qui n'étaient pas encore réglées. Ça, c'était le deuxième point. Lié le comportement en matière de respect des délais de paiement au maintien de certaines certifications, parce qu'on est très friand, c'est vrai, de certifications de prix, etc. Je pense aux certifications ISO ou autres, qui pourraient être supprimés en cas d'infraction récurrente aux règles des délais de paiement. Il n'y a pas de raison de récompenser certains comportements. Forfaitiser les indemnités de retard. Éthique a estimé que les pénalités de retard devaient être renforcées et fixées forfaitairement à 10% du montant des factures, et puis augmentées de 1% par mois à compter du deuxième mois. Le cinquième point, c'est intégrer un délai d'acceptation de factures dans les CGV pour limiter leur contestation. C'est-à-dire que, en fait, la non-conformité, le retard, etc., tout doit être vraiment expliqué dans les conditions générales de vente, avec la problématique qu'on connaît tous, c'est-à-dire que finalement, il y a très peu de fournisseurs qui osent dire quoi que ce soit quand la facture n'est pas réglée. On connaît personne qui va vraiment menacer, exiger des indemnités de retard. Aucun chef d'entreprise qui a besoin de remplir son carnet de commandes n'ose le faire. Donc ça, c'est un problème majeur. C'est pour ça que à chaque fois que nous essayons de réfléchir à la question, nous avions ça en l'esprit. Donc, on se disait qu'il y avait une bonne solution qui était d'intégrer dans les conditions générales de vente un délai maximum de 14 jours après avoir réceptionné bien sûr la livraison ou effectué la prestation pour rendre la facture exigible. Et passer ce délai,
on ne pouvait plus la contester parce qu'il y a aussi une mauvaise foi, il faut le dire, des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, ils disent oui, non, mais on vous a pas réglé parce qu'en fait, vous avez, ils contestent et il y a un point de contestation dans la facture. Ça, si c'était intégré dans les conditions générales de vente, ça ne pourrait plus avoir lieu. S'il n'y a pas contestation dans les 15 jours, la facture est due. Je suis contente de voir que vous approuvez. Enfin, renforcer le rôle des commissaires aux comptes. Je pense qu'effectivement, il devrait peut-être avoir l'obligation d'informer le ministère de l'économie. D'un autre côté, c'est compliqué. C'est vrai qu'à Éthique, on n'aime pas tellement ce type de process et de forme de délation, mais je pense qu'il y a un moment où, quand il y a un constat des retards de paiement systématiques d'un ou plusieurs clients d'une société, il est important de le signaler. Impliquer l'AMF, pourquoi pas ? L'autorité des marchés financiers, l'AMF, Euronext ou Alternext, qui a pour mission de veiller à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés, devrait être particulièrement attentif au respect de ces règles qui, encore une fois, constituent le capital moral d'une entreprise et éthique. Et donc, en cas d'infraction constatée, en tout cas, demander très sérieusement des informations. Et puis, il y a le coup de cœur d'Éthique. On s'était dit que, encore une fois, il fallait faire appel à l'éthique, à la volonté des intervenants et des individus. Et nous avions demandé à Emmanuel Macron, malheureusement, je n'ai pas eu encore sa réponse, nous lui avons demandé d'écrire une lettre aux 5000 premières grandes entreprises françaises, aux directeurs financiers, au président, juste une lettre, pas une loi. On lui demandait rien. Il écrivait une lettre en disant qu'il comptait sur elle et que c'était vraiment un devoir citoyen, une citoyenneté d'entreprise, une question d'éthique, et qu'il leur demandait personnellement de veiller à assurer ces délais de paiement. Et il signait. Je parle de la part du ministre de l'économie, on peut penser que c'est un gadget, mais non. Il me semble que la parole d'un ministre et la demande implicite de faire respecter des règles qui mettent les entreprises en difficulté, je ne vous redirai pas tous les chiffres qu'on a eus, et c'est catastrophique, surtout en ce moment, je pense que ça pourrait être très utile. Et par la même occasion, il aurait pu effectivement demander aux services, aux administrations, à la fonction publique d'honorer elles-mêmes ces factures de façon beaucoup plus rigoureuse. Voilà, donc j'ai essayé de faire très court. Les propositions d'éthique qu'on a essayé de faire très pragmatiques. On les communique, on a 7500 entreprises amies et adhérentes. On a d'ailleurs adressé une lettre à nos chefs d'entreprise en disant, écoutez, on participe à un prix, mais est-ce que vous-même vous êtes certain que tout va très bien et tout est parfaitement au point dans votre entreprise? Vérifiez tout de suite. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Beaucoup de bonnes idées. Je pense qu'on se rejoint assez facilement sur un point central, un mot clé, c'est le mot pédagogie. C'est-à-dire que tant que les chefs d'entreprise n'auront pas conscience de leur positionnement en termes de délais de paiement, les délais qu'ils subissent de la part de leurs clients, les délais qu'ils imposent à leurs fournisseurs, comment se situe leur délai par rapport à la loi, par rapport à leur secteur d'activité, on aura du mal à faire avancer les choses. Alors, à la Banque de France, nous avons la chance de rencontrer plus de 50 000 entreprises par an, de toute taille, et on se rend compte, dans le cadre de ces entretiens, qu'il y a un effort de pédagogie qui doit être fait à l'égard de beaucoup d'entre elles, et nous tenons compte d'ores et déjà, dans l'attribution de la célèbre cotation Banque de France, d'éléments qui tiennent au respect des règles de délai de paiement des fournisseurs. Et un comportement... Vous avez tout à fait raison sur la pédagogie, absolument, car il y a des mauvais payeurs de bonne foi. Absolument. Un comportement vertueux doit être mis en avant et pris en compte dans le cadre de la cotation, puisqu'il y a une dimension RSE qui est maintenant tout à fait systématique dans la cotation des entreprises par la Banque de France. On voit bien aussi que certains chefs d'entreprise ont besoin d'aller plus loin. Et il y a depuis un long moment maintenant une prestation offerte par la Banque de France aux entreprises qui s'appelle Géode, qui est approfondie, qui suppose qu'on mobilise un de nos analystes pendant une journée entière et on regarde dans le détail les comptes des entreprises et on fait des simulations avec elles. C'est ambitieux, c'est parfois trop ambitieux pour certaines entreprises, je pense aux petites PME ou aux TPE. Et donc, le gouverneur, François Villeroy de Galhau, a décidé qu'à compter de décembre prochain, on allait mettre en production une nouvelle proposition destinée aux PME et aux TPE, qui s'appelle OPAL, pour outils de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises, et qui vise précisément à offrir des éléments pédagogiques, avec un volet analyse et un volet simulation.
Et dans le volet analyse, que vous pouvez avoir sous les yeux, je ne vais pas tout vous commenter, bien entendu, mais on a des éléments de structure de bilan qui sont exprimés de manière très pédagogique, et en cliquant sur les différents ratios, on voit le sens du ratio, la composition et l'évolution dans le temps. Et on voit par exemple que on calcule la trésorerie nette en retranchant du fonds de roulement net global, le BFR, et ça, c'est pas forcément des choses qui sont acquises par un chef d'entreprise. Et donc, on leur montre une trésorerie nette, là, en l'occurrence, de moins 323 000 euros pour l'entreprise en question, parce que vraisemblablement, elle a des BFR qui sont trop importants. Le slide suivant, on permet à l'entreprise de se positionner sur un secteur d'activité donné, qui n'est pas nécessairement son code NAF, parce que bien souvent, il a été choisi au moment de la création de l'entreprise et pas revu depuis, alors que l'activité a évolué. Donc on permet au chef d'entreprise, en ligne, de choisir le secteur avec lequel il veut se comparer, et la localisation géographique, Île-de-France ou province, parce que bien entendu, le comportement des entreprises en Île-de-France diffère de celui qu'on a en province, ainsi que par tranche d'activité. Et une question par rapport à ça, quand vous dites l'entreprise, qui est-ce? Parce que c'est ça la problématique aussi. Vous avez des chefs d'entreprise qui pensent que c'est réglé, qu'il y a un process. Vous avez des comptables qui font du zèle. Vous avez un directeur financier qui a un problème de trésorerie et qui met une pression. Et donc, il n'y a pas de politique finalement, j'allais dire, j'aime bien le mot, mais de politique éthique ou de véritable volonté. Donc là, c'est bien à qui on remet l'outil, qui est au courant, etc. C'est le chef d'entreprise qui est vraiment la cible, parce que in fine, c'est quand même lui qui est le responsable, et c'est bien souvent son argent qui est en cause. On parle notamment de PME et de TPE. Et donc, on calcule pour lui des taux tout à fait classiques, le taux d'évolution du chiffre d'affaires, le taux de valeur ajoutée, le taux de rentabilité. On compare l'évolution dans le temps et l'évolution par rapport au secteur. Parce qu'on peut très bien avoir un secteur qui progresse et une entreprise qui progresse plus vite que le secteur. Ce n'est pas inintéressant de le savoir. Et on en arrive au slide suivant, qui est celui qui est au cœur de notre sujet, le délai de règlement des clients, qui est exprimé en jours de chiffre d'affaires, et le délai de règlement des fournisseurs, qui est exprimé en jours d'achat. On voit comment ça évolue d'une année sur l'autre, quel est le chiffre du secteur, et donc le chef d'entreprise voit tout de suite s'il paye plus vite ou moins vite que la moyenne du secteur, et s'il est lui-même payé plus vite ou moins vite que la moyenne du secteur. Il n'a pas intérêt, il va se dire il faut que je ralentisse, je paie trop vite. Absolument pas. C'est bien pour ça qu'on a mis un point d'exclamation rouge, même quand le chef d'entreprise voit son chiffre plus favorable que celui du secteur, dans la mesure où, quand il est déjà au-delà des délais légaux, il faut lui signaler. Et ça, c'est le volet trésorerie. Le slide suivant montre qu'on passe au volet simulation. Maintenant, on propose au chef d'entreprise de faire évoluer un certain nombre de variables dans toutes ces données. Il peut notamment faire évoluer l'évolution de son chiffre d'affaires, mais aussi les délais règlements clients et fournisseurs. Et par exemple, s'il parvient à faire réduire le délai de règlement par ses clients, et s'il lui-même se montre plus vertueux à l'égard de ses fournisseurs, on lui calcule, ipso facto, l'impact sur la trésorerie. Et dans le cas présent, on voit que si on diminue à la fois le délai règlement client et fournisseur, on aboutit à une amélioration assez sensible de la trésorerie, puisque le besoin de trésorerie est diminué par 2 si on fait cette opération. Et donc, on a là la preuve qu'un chef d'entreprise qui suit les préconisations de la loi et qui se comporte mieux que ce qu'il faisait dans le passé, mieux que son secteur si c'est possible, va in fine avoir un gain en termes de trésorerie. Et ce lien entre amélioration du comportement de paiement et gain à trésorerie, il n'était absolument pas clair pour un certain nombre de chefs d'entreprise. On peut espérer que, grâce à cette contribution de la Banque de France qui sera disponible en décembre prochain, ça devienne plus clair pour eux et que par conséquent, leur comportement en soit plus vertueux. Merci. Merci pour votre intervention. Il nous reste une série de questions ou... Non, on me dit que non. Apparemment. Peut-être une alors? Juste une. Oui, bonsoir. Donc Jean-Marc Barqui, je suis dirigeant d'une PME qui s'appelle Siloc dans le Pas-de-Calais, qui fabrique de la colle industrielle. Donc la Banque de France, on connaît bien. Madame de Menton, merci pour votre intervention et pour cette idée sur la norme ISO. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup de choses et c'est rarement le cas sur la partie financière. Sur la partie Banque de France, je voudrais intervenir sur les notations de la Banque de France aux entreprises. Et entre autres, il se trouve que lorsqu'une entreprise est contrôlée fiscalement,
Donc c'est un témoignage et en même temps c'est récurrent. Il peut y avoir des risques qui sont liés au contrôle fiscal et donc sur un redressement potentiel. Il y a 2 types de redressement. Le premier qui est un redressement dû à une maladresse volontaire, on va l'appeler comme ça, ce que les services fiscaux aiment à appeler une erreur volontaire, et donc ils mettent ce qu'ils appellent les 40% d'augmentation potentielle pour la pénalité. Et puis il y a la deuxième partie qui concerne souvent les crédits d'impôt, et qui est souvent sujette à discussion, et ça peut durer des années. Donc moi je le livre en vrac. Nous on a eu un problème sur le CIR, ça fait 4 ans que ça dure, 3 ans que ça dure. Ils ont décrété qu'on ne faisait pas de l'innovation. C'est vrai qu'on fait que 10% de notre chiffre d'affaires et 20% de notre personnel en R&D, mais on fait ni d'innovation ni de R&D. Et donc ils ont décrété qu'il allait nous reprendre quasiment l'intégralité à 80% du CIR. Le problème, c'est que ça rentre dans une case qui s'appelle le privilège. Donc on a 2 axes de discussion là-dessus. La première, discuter avec Bercy, avec Emmanuel Macron, pour demander ou obtenir qu'un privilège ne puisse pas être mis sur une entreprise quand il s'agit d'un crédit d'impôt, parce que là, on peut très bien gagner et en attendant, on a perdu. Mais cette défaillance ou ce souci-là nous amène à une dégradation de la note de crédit. Ce qui fait que, qui dit dégradation de note de crédit, et je vais arriver au délai de paiement, nous amène à ce que les assureurs crédits baissent notre cotation, nous exigent, nous couvrent moins, et donc nos fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils nous demandent un paiement comptant. Donc forcément, du jour au lendemain, vous passez de 30 jours, parce que c'est à peu près le cas pour l'Allemagne, à 0. Là, c'est un décalage qui n'est pas de 12 jours ou 14 jours ou je ne sais pas quoi. Vous passez de 30 à 0 ou de 60 à 0. Et là, vous vous retrouvez en cessation de paiement en très peu de temps pour les jeunes entreprises. Nous, on a la chance d'avoir une situation hyper solide. Je touche du bois, on a de la trésorerie, des fonds propres, etc. Moi, j'aimerais savoir si la Banque de France peut déplacer son curseur et, dans certains cas, ne pas dégrader la cotation d'une entreprise. D'autant plus que je suis obligée de dire que les témoignages sont très nombreux en la matière sur les crédits d'impôt qui sont accordés, puis finalement revus en négatif. Mais on a énormément d'entreprises qui nous le signalent. Alors là-dessus, la médiation fait très bien son boulot et on a un dossier qui est très bien géré par la médiation là-dessus. Et j'espère qu'on s'en sortira. N'empêche que les délais courent, que nos fournisseurs nous appellent, ça nous demande du temps, il faut les recevoir, il faut leur expliquer, il faut tout mettre sur la table, donc en plus il faut se mettre à poil. Donc tous ces éléments-là, je trouve, sont d'abord peu vertueux et puis pas très confortables. Alors, pas très confortable, c'est certain, je ne peux qu'abonder. Je pense qu'il faut distinguer la cause de l'effet. La difficulté d'interprétation sur un certain nombre d'aspects du CIR aboutit effectivement à des contentieux avec l'administration fiscale. La Banque de France, elle n'est évidemment pas là pour être juge de ce type de contentieux et donc jeter un voile pudique sur l'existence du contentieux et faire comme s'il n'existait pas. Notre cotation, elle n'a qu'un seul but, c'est de déterminer ou d'apprécier la probabilité de défaut de l'entreprise. C'est la réalité des choses. On se doit de rendre un service aux banques et au chef d'entreprise lui-même en lui disant « Votre probabilité de défaut, est-ce qu'elle est allégée ou est-ce qu'elle est alourdie par la situation fiscale dans laquelle vous vous trouvez ?» L'expérience montre qu'elle est quand même légèrement alourdie. Donc, est-ce que le légèrement alourdi suffit en lui-même pour entraîner une décote ou est suffisamment limité pour ne pas entraîner de décote? C'est une affaire d'examen, de chiffres, de discussion entre le chef d'entreprise et la Banque de France. Il n'y a pas d'automaticité en la matière, mais il faut que, de part et d'autre, il y ait un échange, je dirais, transparent pour qu'on en tienne compte. J'ajoute une chose, effectivement, les assureurs crédits ont accès à la cotation Banque de France. Ils l'ont demandé pendant la crise, vers 2010, avec un motif qui nous paraissait tout à fait sérieux et probant, c'était de dire comment voulez-vous que j'examine individuellement la situation de toutes les entreprises qui sont référenciées chez moi si je n'ai pas une appréciation par un tiers qui me permette de déterminer si je veux continuer à couvrir cette entreprise ou pas. Et donc c'est à la demande des pouvoirs publics, qui eux-mêmes avaient été sollicités par les assureurs crédits, qu'on a ouvert la cotation Banque de France à ces assureurs crédits. Ensuite, leur responsabilité est de tenir compte ou pas de la cotation Banque de France, là aussi en fonction du contact qu'ils peuvent avoir. Et moi, je ne peux que vous recommander, ce que vous faites à l'évidence, de contacter les assureurs crédits chez lesquels vous n'êtes plus référencés, de manière à leur exposer, comme à la Banque de France, le sujet,
Je crois qu'il n'y a pas de règle automatique en la matière. Il y a une marge d'appréciation, mais je reconnais avec vous que ça prend du temps et ça impose de faire preuve de pas mal de transparence. Excusez-moi, je voudrais juste ajouter un dernier point. Je voudrais juste qu'on soit désolé. présumé innocent et pas présumé coupable. C'est le seul point de clé. Il n'y a pas d'autre. Bien, je propose que vous poursuiviez off, même si le point est effectivement très important, parce qu'on a un programme à tenir et à maintenir. Merci pour vos interventions en tout cas. Merci beaucoup.